Alors bonsoir, merci d'être venu pour cette présentation qui s'appelle Les pouvoirs du sport. Alors avant de commencer la présentation elle-même, je vais faire un petit point de contexte. Pour qui sommes-nous pour vous parler des pouvoirs du sport? Donc en fait, nous sommes Amaury Média. Moi je suis responsable du planning stratégique et des études chez Amaury Média. Et Amaury Média, c'est une des filiales du groupe Amaury. Le groupe Amaury, vous connaissez sans doute. C'est un des acteurs, un des leaders du sport en France, avec deux piliers d'activation. La partie organisation d'événements, Amaury Sport Organisation. Évidemment, vous connaissez le Tour de France, vous connaissez le Dakar, vous connaissez le Schneider Electric Marathon de Paris et bien d'autres événements qui sont pour la plupart réalisés en France, mais aussi dans 36 pays. Donc c'est aussi une présence internationale. Et c'est plus de 250 jours de compétition par an. Donc c'est un acteur majeur dans ce domaine. Et l'autre acteur majeur que vous connaissez forcément, c'est le domaine de l'information sportive avec l'équipe. Vous connaissez l'équipe, le journal, mais pas seulement le journal, la chaîne de télévision, le site, un site extrêmement puissant. Et donc nous, Amaury Média, on est la régie publicitaire en charge de commercialiser ces supports, l'équipe dont je vous ai parlé, mais aussi France Football, mais aussi Vélo Magazine, qui sont tous des leaders dans leur domaine. Et pourquoi cette étude sur le sport? Parce que chaque mois, avec nos supports, 3 Français sur 4 sont touchés par au moins un de nos supports. Ils sont en contact avec au moins un de nos supports. 80%, plus de 80% des hommes. Donc autant vous dire que c'est un phénomène suffisamment massif pour se permettre d'étudier le sport parce que c'est aujourd'hui un élément constitutif et décisif pour comprendre la société d'aujourd'hui et c'est particulièrement éclairant. Alors, nous avons regardé dans cette étude, donc parce que ça explique la société, parce qu'aujourd'hui le sport, et on va le voir, ça fait un moment déjà, mais plus encore aujourd'hui qu'avant, ça permet de toucher tous les domaines de la société, que ce soit l'éducation, que ce soit le vivre ensemble, que ce soit la culture. Aujourd'hui, à travers le sport, et l'équipe en témoigne, puisque nous ne sommes plus un journal qui raconte seulement les victoires, les défaites, les performances, mais qui, par le prisme du sport, apporte beaucoup de sujets. On a un cahier économie tous les premiers mercredis du mois. On a tous les dimanches une page culture, enfin une double même souvent page culture, qui aborde des sujets très divers. Et donc nos supports témoignent de cette ouverture du sport et du fait que par le sport on aborde tous les phénomènes de la société. Cette étude, on l'a menée avec l'Institut Sociovision, qui est un institut français qui étudie tous les mouvements de fond de la société, qui était avant la COFREMCA, donc il y a un institut qui existe depuis 60 ans, donc qui permet d'avoir un vrai recul, une vraie analyse en profondeur. Et c'est une étude assez robuste, puisqu'on l'a menée sur un échantillon de 1500 Français, donc c'est important pour une étude. Et c'est évidemment un échantillon représentatif de la population. C'était une enquête en ligne qui a duré 20 minutes. Ça nous a permis de poser énormément de questions. Et vous allez voir tout ce qu'on a ressorti derrière. Et vous n'en aurez qu'une petite partie parce que notre créneau, il est d'une demi-heure. Alors que cette étude, elle s'étale, si on la présente en entier, sur 1h10, 1h15. On a aussi interviewé des spécialistes, des experts dans leur domaine. Vous ne les aurez pas là parce que c'était un peu long de vous présenter leurs témoignages en vidéo, mais tous leurs témoignages, tous leurs discours nous ont permis d'enrichir notre réflexion. Et ce qu'on vient vous raconter, on a travaillé avec Valérie Fourneron, qui est une ancienne ministre des Sports et qui est aujourd'hui directrice de l'International Testing Agency, l'agence contre le dopage. On a travaillé avec Pascal Montfort, qui est un spécialiste des cultures urbaines et notamment du sport et de la mode et des liens très forts qui lient ces deux domaines. On a travaillé avec Marie Darigrand, une sémiologue qui analyse les faits et les signes et de la société et qui a regardé là ce qui se passe dans le sport. Et on a travaillé aussi avec Frédéric Galamette, qui est la rédactrice en chef à l'équipe, en charge de tous les sujets dont je vous ai parlé, le cahier économie, les pages extra-culture, et tous ces sujets d'ouverture.
Donc nous allons commencer dans le vif du sujet en faisant un point, on a appelé ça l'irrésistible ascension du sport. Et en fait, on est remonté très loin. On pourrait dire, à l'origine, était le sport, puisque en fait, on s'aperçoit que le sport, c'est un marqueur de civilisation. On a vécu des Jeux fantastiques à Paris cette année. C'était les 128 ans des Jeux modernes, mais les Jeux olympiques, ça remonte à beaucoup plus longtemps, puisqu'on évalue les premiers Jeux olympiques à environ 8 siècles avant Jésus-Christ dans la Grèce. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà à cette époque lointaine, on retrouvait finalement des choses qu'on a retrouvées cette année. C'est-à-dire, avec le sport, c'est la codification. On avait toutes les cités grecques qui se réunissaient là, des cités qui s'affrontaient très souvent, dans des guerres, des vraies guerres, et qui là allaient se confronter finalement dans un monde très codifié autour de sport. Il y avait le javelot, il y avait la course, des choses très très précises avec des règles, et finalement pour un affrontement qui était sans violence. C'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il y avait de la célébration, c'était un rituel, c'était une époque... C'était un rituel religieux, tout ça a été fait dans l'honneur de Zeus. Alors aujourd'hui, ce n'est plus un rituel religieux, mais on a aussi cette célébration. On voit tous les événements, toute la fête et tout ce qui est organisé autour. Il y a des rites, il y a des passages obligés, y compris dans les jeux modernes. C'était un facteur de cohésion, et ça, je suis heureuse de le raconter, parce que ça permettait aux différentes civilisations de se réunir. Effectivement, ils s'affrontaient, mais on était autour d'une civilisation hellénistique. Il y avait un moyen de se retrouver, ils avaient quand même conscience d'avoir des points communs. Aujourd'hui, ce n'est pas sur un territoire, mais c'est le monde entier. Aujourd'hui, il y a plus de drapeaux au CIO qu'il y en a à l'ONU. Donc c'est le monde entier qui se réunit avec cette idée de se rencontrer. Et évidemment, c'était l'excellence, c'était les meilleurs athlètes de toute la Grèce qui se réunissait là. Et cette année, évidemment, cette année, et comme toutes les années au JO, on a les meilleurs athlètes qui interviennent. C'est aussi un marqueur culturel. Si vous regardez cette photo, ça va vous parler tout de suite. Le sumo, par exemple, au Japon, c'est quelque chose de très ancien, ça date il y a 1500 ans. C'était un rituel aussi religieux à l'époque. Aujourd'hui, le sumo, c'est moins important quand même au Japon, mais ça reste la représentation dans tout ce qui est autour, le cérémonial, ça représente une image du Japon très importante. C'est pareil aussi pour le surf, c'est moins vieux, on va dire que ça remonte à 100 ans, mais la culture du surf en Australie, c'est extrêmement marquant et extrêmement représentatif de la culture australienne. On a la même chose avec le Super Bowl, c'est une vitrine pour les États-Unis, avec à chaque fois une surenchère à la mi-temps quelle va être la superstar qui va faire le show. Et enfin, je garde la dernière parce que je ne sais pas si vous avez regardé le match samedi dernier. Cette mise en scène du haka était particulièrement belle, avec le noir qui a été fait. Et on voit encore une fois comment c'est un marqueur culturel, puisque c'est un rite maori qu'on retrouve au début de chaque match. Et donc, on associe vraiment, grâce au sport, des marqueurs culturels. Mais même si on est remonté très loin, il y a quand même eu plusieurs âges, et on va dater 3 âges dans cette culture du sport, avec une très longue période qui va marquer tout ce qui était avant le 19e siècle, où en fait le sport, on l'a vu, ça existait, mais c'était quand même quelque chose qui était réservé à une élite. On a les gens qui pratiquaient du sport, on était dans l'équitation, dans les arts martiaux, l'escrime, dans le combat, et puis après un petit peu de tennis, mais c'était quand même réservé aux gens de la haute société, essentiellement aux hommes, même si là on a mis une femme. Et ça restait très très concentré. Ça s'ouvre un peu à la fin du 19e siècle avec une éducation, notamment dans le domaine militaire, évidemment pour faire de meilleurs soldats. On s'est dit qu'en les entraînant sportivement, on ferait de meilleurs soldats. Mais tout ça reste très marginal. Et puis, à partir du milieu du 19e siècle, se développe un peu le sport de masse, notamment... du 20e, pardon, à partir du 20e siècle, avec en 1936 notamment la création des congés payés, une société de loisirs qui se développe plus fortement, la création de nombreux équipements.
avec une personne qui était Léo Lagrange, qui a travaillé pour ça, qui n'était pas ministre des Sports, mais qui faisait un petit peu ça. Et je pense qu'il y a beaucoup, sur tout le territoire, de stades et d'équipements et de piscines qui s'appellent Léo Lagrange, parce que ça a été ce développement. Et donc, ça date donc vers 1936, ça se développe et ça on amène jusqu'aux années 60 où on commence à avoir de plus en plus de sport à l'école. Et puis finalement, fin des années 70, début des années 80, on passe un véritable gap qui est le gap du sport de masse. C'est l'époque où on a mis aérobic, Véronique et Davina pour l'accès des femmes, ça se passait à la télé, mais aussi c'est l'époque où tous les marathons, toutes les courses de masse avec de nombreux amateurs qui peuvent s'inscrire se développent. On a de plus en plus de monde qui vont sur ces événements. Et aujourd'hui, il n'y a pas en France un week-end où il n'y a pas quelque part dans une ville une course qui est organisée pour les amateurs et dans lequel il y a de plus en plus de participants. Et aujourd'hui, on est au XXIe siècle et on a passé un cap encore plus important puisque, évidemment, le sport, on le pratique, pas encore assez, on va le voir un peu plus loin, mais on le pratique un peu plus en masse, mais aussi c'est dans notre vie de tous les jours où le sport, c'est devenu, on connaît de plus en plus d'athlètes, il n'y a pas un journal, je ne parle pas de l'équipe, mais un journal d'actualité qui n'a pas une page sport. Aux journaux de 20 heures, il y a toujours quelque chose sur le sport. Et puis un autre élément marquant, c'est ce qu'on voit au quotidien. Je regarde autour de moi, tout le monde aujourd'hui est habillé un peu en sportswear, tout le monde porte des baskets. C'est un élément marquant et de plus en plus dans les sociétés. Et ce n'est pas anodin parce que ce que ça raconte de notre société, le fait que les gens s'habillent de plus en plus en sportswear, ça raconte qu'on est dans une société qui est de moins en moins formelle, qui est de plus en plus ouverte, que c'est une société qui valorise énormément la jeunesse, parce que s'habiller avec un sweat à capuche, des baskets, c'est tout de suite se donner un air de jeunesse, de cool, et que c'est aussi une société qui valorise la performance personnelle. C'est pour ça qu'on a envie de ressembler à des sportifs, la plupart du temps, en tous les cas, de plus en plus. Mais le sport et l'évolution du sport, ça se mesure aussi en chiffres. Et si on regarde sur cette courbe, on voit qu'aujourd'hui, il y a 62% des Français qui déclarent pratiquer du sport au moins une fois par mois. Alors, sur les 15 dernières années, ça fait quand même 16 points de plus par rapport à 2009. C'est pas très long, 15 ans, et ça a quand même une nette évolution. Alors, c'est très encourageant, ça veut dire que c'est positif, que ça prend de la place, mais en même temps, une fois par mois, c'est pas énorme. On peut faire mieux et on voit qu'il y a quand même du terrain à faire parce que si on regarde les chiffres sur les pratiquants un peu plus réguliers, une fois par semaine, on voit qu'il y a encore des différences importantes, notamment, et que ça concerne plus particulièrement les populations les plus aisées, les plus diplômés et les gens qui vivent dans des grandes villes. Donc c'est quelque chose qui a encore du travail à faire pour la démocratisation et l'accès du sport à tous. Et là, voilà, j'adore cette slide parce qu'à elle seule, elle pourrait vous justifier d'avoir fait cette présentation sur les pouvoirs du sport, puisque vous regardez bien ces chiffres, ils sont énormes. On a 71% des Français qui déclarent s'intéresser au sport, 77% qui en discutent entre amis, 73% qui suivent l'actualité sportive dans les médias et 75% qui regardent des retransmissions, que ce soit en télé, que ce soit sur le mobile. Ces chiffres-là, ils sont énormes. Ils cachent évidemment des petites disparités encore entre les hommes et les femmes. On va dire que pour les femmes, on est plutôt entre 60 et 70%, et pour les hommes, entre 70 et 80%. Mais je pense qu'il y a peut-être dans cette assistante des élus, on sait que 60%, c'est déjà une belle majorité, et ça veut dire que ça progresse, et que le phénomène du sport, c'est important, c'est devenu un langage universel, c'est devenu quelque chose d'incontournable. Et alors pourquoi c'est devenu quelque chose d'incontournable ? Eh bien parce que on est dans une société qui
travaille énormément sur... on est de plus en plus individualiste, on est énormément centré sur nous-mêmes, sur notre bien-être, sur l'épanouissement personnel. Et le sport est clairement perçu comme un outil pour cet épanouissement personnel. C'est un style de vie, je vous l'ai déjà un peu dit en parlant du sportswear, mais pourquoi c'est un style de vie? Parce que c'est bien au-delà de la pratique, au-delà du sport, au-delà du corps. Le sport, c'est un élément essentiel pour se sentir bien dans sa peau. Et vous regardez, quand il y a 75% qui sont d'accord avec le fait que ça les aide à sentir bien dans leur peau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entretenir mon corps pour être en bonne santé, mais pratiquement au même niveau, me détendre, me défouler, me faire du bien. Ça veut dire que c'est autant mental que physique, les bienfaits du sport. Donc c'est vraiment une façon de vivre, et c'est aussi, au-delà d'une façon de vivre, une façon d'être dans la société. Et là, on a zoomé sur les plus jeunes, les 18-24 ans. C'est intéressant, les plus jeunes, parce que les jeunes, c'est un peu le monde de demain. C'est eux qui nous donnent la tendance. Et on voit que on en a là dans l'auditoire, donc j'espère qu'ils vont se reconnaître. Normalement, de là où ils viennent, enfin, quand je vois les suites, ils doivent se reconnaître. On a un jeune sur 3 qui a le sentiment de faire partie d'une communauté de sportifs. 1 sur 2 qui parle de ces séances de sport. C'est un des sujets de conversation, comment ils ont pratiqué, ce qu'ils ont fait. Et enfin, on en a 1 sur 3 qui dit qu'il est accro au sport, qu'il ne pourrait pas s'en passer, que ce soit dans la pratique ou que ce soit le fait de le regarder. Alors c'est important, pas assez. Encore une fois, on sait qu'il y a alors, accro, attention, on est des accros, on n'est pas dans le cas extrême de ce que maintenant est une maladie répertoriée qui s'appelle la bigorexie, hein, qui existe maintenant, une maladie à l'OMS, et qui parle d'ailleurs beaucoup de notre société, des gens qui deviennent vraiment accros, qui ne peuvent pas s'en passer. Là, on n'est pas dans ce cas extrême, mais on est quand même dans des jeunes qui l'identifient comme une partie de leur personnalité, une partie de leur bien-être. Et on disait nouveau style de vie, ben voilà, c'est important aussi de dire que ça va au-delà du sport, avec des sports dont vous voyez que cette année, certains ont été au JO pour la première fois, certains n'y seront plus la prochaine, comme le breakdance, mais ce sont des sports comme le skateboard, par exemple, apparu fin des années 70, enfin dans les années 70, qui charrient avec eux plus que du sport, qui charrie une culture. C'est une façon de s'habiller, c'est une façon de se retrouver, c'est une musique. Hein, on écoute une musique particulière, le grunge à l'époque, c'est un cinéma aussi, hein, le cinéma de Larry Clark par exemple. Et aujourd'hui, c'est une façon de se retrouver. Il y a beaucoup de villes, beaucoup de territoires où on a fait des terrains de skatepark. Et les gens qui sont sur le skatepark, ce n'est pas les mêmes que ceux qui sont sur les terrains de basket 3-3 ou les terrains de foot urbains. C'est une façon à chaque fois de se retrouver entre amis et d'avoir un style de vie particulier. Vous voyez que ça tourne tous les sports, et pas forcément les sports très jeunes, hein, parce qu'on a mis la randonnée, même si la randonnée est de plus en plus intéresse de plus en plus les jeunes pour son côté nature, mais vous voyez qu'on considère aussi que la randonnée, on a 42% des Français qui considèrent que c'est un style de vie. C'est la même chose avec le yoga, qui concerne plutôt des femmes un peu plus âgées, où beaucoup considèrent que c'est un style de vie, que c'est un moyen de se retrouver dans une communauté. Pourquoi le sport? C'est un épanouissement personnel et ça se développe énormément aussi parce qu'on pense que le sport, les gens pensent que ça améliore la vie. On a demandé à nos panélistes de se positionner en petit peu sociologue et on leur a dit comment vous voyez les gens qui font du sport. Et alors là, c'est très bien, j'espère, je pense qu'il y en a qui en font et ils vont voir. Eh bien en fait, ils les voient très bien. Les gens qui font du sport, ils considèrent que ce sont des gens qui sont plus persévérants, qui sont plus volontaires, qui sont confiants en eux, qui sont sains, qui sont bien dans leur peau. Donc une vision extrêmement positive. Et ce qui est intéressant, là on va s'intéresser aux hommes, parce qu'ils ont quand même encore, et ça c'est une des choses qu'il faut faire bouger, une petite relation particulière au sport. On a mis ça pour la plaisanterie, pour le joke. On a quand même les jeunes hommes de 25-34 ans qui considèrent que les gens qui pratiquent du sport sont plus ambitieux et sont plus beaux, à 14%. Donc c'est plutôt rigolo, mais si on regarde plus sérieusement, c'est quand même quelque chose, un outil utile.
puisque, vous aviez vu, 77% des Français disent qu'ils en parlent entre eux. Pour les hommes, le premier sujet de conversation dans lesquels ils disent être à l'aise quand ils rencontrent des nouvelles personnes qu'ils ne connaissent pas, c'est le sport. Ils vont parler de sport parce que c'est un terrain sur lequel, c'est le cas de dire, un terrain, ils vont se sentir à l'aise pour en discuter. Ce n'est pas du tout la même chose chez les femmes, hein, ça n'apparaît même pas dans le top 10. Mais ça veut dire qu'il y a du travail encore sur ce point-là. Et après, vous savez qu'on dit souvent, on le dit aux États-Unis, mais de plus en plus en Europe, qu'il y a les sociologues qui disent qu'on est confronté à une épidémie de solitude. Eh bien, il y a un homme sur deux, la moitié des hommes, qui le dit qu'il s'est fait des amis par le sport. Donc, c'est quand même un vecteur de cohésion important. Et enfin, là aussi, c'est plutôt rigolo. On a un homme sur deux qui pense que ceux qui pratiquent du sport réussissent mieux dans la vie. Et chez les jeunes, c'est 1 sur 3 qui dit qu'il a développé son réseau professionnel par rapport avec le sport. Et là, ce n'est pas totalement anecdotique non plus. Vous savez, nous, on travaille à l'équipe dans un fonds d'action qui développe des actions pour l'inclusion par le sport. Il y a beaucoup d'associations comme Sport dans la ville ou comme l'APELS qui amènent les jeunes à l'emploi par le biais du sport et en leur permettant d'accéder par le sport à trouver parfois un premier emploi. Le sport, c'est aussi important et ça a pris de l'ampleur parce que c'est un créateur de tendance. Créateur de tendance, déjà parce que beaucoup de gens considèrent que le sport, ça forge et ça modifie leur état d'esprit, ça influence leur attitude, leur façon de parler, leur façon d'être, leur façon de s'habiller. C'est 44% de la population en général. Évidemment, c'est 10 points de plus pour ceux qui déclarent s'intéresser au sport et encore un peu plus pour ceux qui le pratiquent. Si on va un peu plus loin, on le regarde en concret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça influence ma vie concrètement. On va là regarder l'ensemble de la population et encore une fois, ce public des jeunes qui est le public de demain. On a 55% par exemple des 18-24 ans qui disent quand je m'achète une nouvelle tenue, quand je m'achète mon équipement, ça m'incite encore plus, j'ai encore plus envie d'aller au sport. C'est une espèce de rituel. Mais au-delà du sport, puisqu'on en est domaines qui ne sont pas forcément le sport, on a 39% des jeunes qui disent j'ai découvert de la musique par exemple en regardant des publicités qui parlaient de sport. Et j'ai découvert des groupes. Il y en a 35% qui disent quand un grand sportif me recommande un produit, ça me donne envie de l'acheter. On va voir plus loin le rôle des sportifs qui est de plus en plus important, ce rôle modèle. Et on en a 30% qui disent ça influence mon style, ma coiffure, ma façon de m'habiller. C'est une influence qu'on vit dans la vie quotidienne. Je vais passer rapidement sur les exemples parce que vous les connaissez, mais en fait, il y a beaucoup dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de choses qui viennent du sport et de l'innovation qui a été pensée dans le sport. Dans le domaine de l'automobile, par exemple, il y a beaucoup de choses, les commandes au volant, les phares LED, tout ça, c'est des choses qui, au départ, ont été développées pour la Formule 1 et qui, maintenant, se retrouvent sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. On a les montres connectées. Les montres connectées, au départ, l'idée, c'était quand même de mesurer les performances, d'avoir des outils qui mesuraient les performances des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, il y a plus de 13 millions de personnes dans le monde qui ont une montre connectée pour mesurer, bon, alors vous allez dire, quoi ? Combien d'heures de sommeil ils dorment, combien de pulsations. Bon, ils se mettent peut-être un peu plus de stress que de vraies pressions sportives, mais n'empêche que c'est quelque chose qui maintenant est vécu et ils ont l'impression que ça améliore la vie. En tous les cas, c'est ce qu'ils croient. Il y a des diététiques, tous les régimes pensés pour des sportifs, peu à peu font qu'on essaie de le généraliser chez tout le monde. Et il y a aussi évidemment tout ce qui est je vais revenir plus loin, tout ce qui est l'habillement, toutes ces matières textiles extrêmement performantes qui envahissent notre quotidien. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des faits et que pratiquement 62% de la population est conscient de ça et disent les innovations qu'on fait pour le sport de haut niveau viennent aujourd'hui améliorer notre vie au quotidien. Et j'avais dit que je vous ferais un petit zoom sur le sport et la mode parce que c'est quand même intéressant de voir que quand toutes ces matières textiles, je suis sûre qu'on a tous un peu de polaire, un peu de quelque chose, un peu de Gore-Tex, un peu de trucs sur nous. Parce que aujourd'hui, quand on demande aux Français quels sont les domaines qu'ils associent au sport,
Eh bien, en deuxième position, après évidemment les jeux et le betting, parce que évidemment le betting, ça je ne vais pas vous l'apprendre, on le voit, ils sont présents sur tous les événements sportifs. Mais on a la mode qui vient en deuxième position, devant les jeux vidéo, devant les réseaux sociaux, devant des phénomènes importants, parce que voilà, on est tous habillés en mode, et ça c'est pour la blague, vous montrer que ça concerne particulièrement les jeunes hommes, parce que aujourd'hui on a 44% des jeunes hommes. C'est un phénomène qu'on appelle le gorpcore, vous en avez sûrement vu. Ils vont traverser la rue et ils sont habillés comme s'ils allaient monter l'Himalaya avec des chaussures de randonnée et tout ce qui va avec. Le sport, c'est aussi les rôles modèles, ce qui a énormément évolué. Aujourd'hui, on a 57% des Français qui disent qu'ils sont inspirés par des sportifs. Les grands sportifs les inspirent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est 57% des jeunes, mais c'est quand même 47%, c'est-à-dire pratiquement la moitié de l'ensemble de la population qui est inspirée par les grands sportifs. Et on le voit, les jeunes femmes autant que les jeunes hommes. Et bien, ça nous permet de dire, quand on a interrogé Pascal Montfort, ce spécialiste des cultures urbaines, il dit aujourd'hui, les sportifs, ce sont devenus les célébrités des célébrités. Il y a de plus en plus, vous le verrez souvent sur les réseaux sociaux, de stars qui sont fiers et qui posent et qui veulent se montrer dans des selfies à côté de grands sportifs. Ça, c'est important parce que ça veut dire que leur rôle est de plus en plus, ce sont des rôles modèles qui prennent de plus en plus de place. On a 45% des hommes de 25-34 ans qui disent qu'ils prennent plus de place maintenant que les acteurs, que les chanteurs, que les musiciens. Je suis un peu perdue dans mes papiers, mais je vais avancer comme ça. Dans l'autre point, non, je vais revenir, pardon, parce que ça, je voulais quand même vous le dire, c'est que ces rôles modèles, c'est important, et c'est quand même très important parce qu'aujourd'hui, comment ils communiquent avec leur public, ces grands sportifs, c'est avec les réseaux sociaux. 56% des jeunes suivent au moins un influenceur sportif sur les réseaux sociaux. C'est une puissance énorme. Le Ronaldo, qui est quand même le champion de ça, c'est 640 millions d'abonnés sur Instagram. Vous imaginez la puissance que ça représente, et c'est une puissance qui n'est pas négligeable, surtout quand on voit qu'aujourd'hui, 63% des 18-24 ans considèrent qu'il est normal que les sportifs donnent leur avis sur les faits de société, qu'ils donnent leur avis sur l'actualité, l'environnement, la politique. Et c'était une des facettes du pouvoir du sport aujourd'hui, c'en est une autre. Ce qui est aujourd'hui, c'est un outil de soft power sans égal. Vous l'avez tous, là je vais avancer en terrain conquis, on a tous vécu des JO formidables et on a tous connu ce que c'était que la fierté de voir la France gagner. 69% des Français disent qu'ils sont fiers quand la France gagne. Et c'est aussi, aujourd'hui, on a de moins en moins de religions, moins en moins d'occasions de se réunir comme ça, d'avoir des rituels de célébration. C'est à l'occasion de ces grandes victoires que les Français se réunissent et qu'on a ces grands rituels sur les Champs-Élysées. Et encore une fois, les Jeux nous ont montré à quel point ça avait de l'importance de retrouver ces rituels. Autre importance, c'est le vecteur de promotion, et là encore les JO l'ont montré, la promotion d'un pays, mais pas que d'un pays, d'une région aussi. 63% des Français disent que quand un pays organise une grande manifestation, c'est l'occasion d'en apprendre beaucoup sur son histoire, son économie, son actualité, et que 49% disent qu'ils ont beaucoup appris sur un pays en regardant un événement sportif. Et c'est pas à vous que je voulais apprendre. Quand on a le Tour de France et ces merveilleuses images qu'on voit sur une région, on dit que ce sont des cartes postales en fait des régions qui sont envoyées, et pas seulement aux Français, à des millions de personnes dans le monde. C'est un enjeu politique stricto sensu. 71% des Français considèrent qu'il est normal que les hommes politiques et les femmes politiques s'intéressent à l'actualité sportive de leur pays. Et plus rigolo, mais pas anodin, c'est marrant de voir que 44% des Français disent
qui pourrait tout à fait envisager qu'un sportif de haut niveau devienne un jour président de la République. C'est carrément 52% des jeunes. Donc, je ne sais pas, en attendant, peut-être Kylian Mbappé. On va dire plus sérieusement un sujet qui est quand même important. Ce que ça raconte, pour venir sur quelque chose de sérieux, c'est que le sport, c'est un vecteur, c'est un rôle clé dans l'apprentissage de la citoyenneté. On a 60% des Français qui disent qu'une des missions du sport, c'est d'éduquer, de transmettre des valeurs, c'est de favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap, c'est de lutter contre les maladies de civilisation. Donc en fait, c'est une mission importante, c'est une mission quasiment de service public qui est perçue pour le sport. Et c'est particulièrement important parce que le rôle, en dehors de cette mission, ça fonctionne. On voit quand on a interrogé les Français pour leur demander s'ils pensaient qu'il y avait un rôle positif, on voit que on leur a demandé est-ce que ça fait évoluer certains sujets. On voit que 44% trouvent que le sport permet de faire évoluer les sujets liés au genre. Et l'égalité homme-femme, le sexisme, l'homophobie. Et plus encore, on en a 53% qui considèrent que ça fait évoluer le regard, ça fait évoluer le sujet lié au handicap. Et c'est super important. Je crois que c'est bien de finir sur ces valeurs du sport. Encore une fois, cette espèce de mission de service public. Et donc, pour conclure, en fait, on l'a dit, le sport, c'est un style de vie, c'est beaucoup plus aujourd'hui que des performances, c'est un créateur de tendance, c'est un outil de soft power, mais c'est aussi cette énorme mission d'éducation, c'est cet énorme pouvoir qu'il a, et ces nouveaux devoirs qu'il a, ces rôles modèles, cette audience qu'il a, ça lui impose de nouveaux devoirs, participer à l'éveil public, s'engager sur les grands sujets de société, la santé, la mixité, mais aussi l'inclusivité et notamment le handicap. Et c'est pour ça que nous sommes ravis de pouvoir donner la parole et de donner le dernier mot sur cette étude à Madame la ministre déléguée en charge des personnes en situation de handicap, qui justement va nous dire ce qui est mis en place pour favoriser cette accessibilité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Madame. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Madame Schmitt, merci pour l'étude que vous avez présentée et mis en avant, puis surtout merci de m'avoir conviée pour cette conférence, peut-être un peu temps d'échange. Donc je suis la nouvelle ministre déléguée aux personnes en situation de handicap depuis le 27 septembre exactement. Et j'ai la chance finalement que cette mission m'ait été confiée dans le souffle des Jeux Olympiques et surtout des Jeux Paralympiques. Et de cette atmosphère très positive autour du sport, évidemment, qu'ils ont insufflé, mais aussi de la notion de performance associée au handicap qu'ont permis les Jeux paralympiques. Et donc, on se situe aujourd'hui, vous l'avez dit, dans un moment assez charnière où on peut faire vraiment du sport un vrai vecteur d'inclusion de notre société, d'ouverture, et puis aussi pour changer les représentations, changer les regards. Et c'est ce que je vais m'employer à faire dans, on va dire, tous les domaines de la société. Le sport aide énormément à dépasser certaines représentations vis-à-vis du handicap. Et aujourd'hui, on a vraiment pour but de permettre d'aider les communes, d'aider les collectivités, j'en parle ici puisqu'on est dans le cadre du congrès du Salon des maires, d'aider les communes et les collectivités à intégrer la question du handicap dans toutes leurs politiques publiques et notamment dans la question du sport. Et pour ça, on a plusieurs outils en fait qui existent. On s'est lancé depuis les Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, dans une dynamique de clubs inclusifs. On a un objectif de 3000 clubs inclusifs, dans finalement toutes les deux activités sportives. Et ce qu'on voit, c'est que les clubs nous indiquent que même s'ils ont parfois envie, ils peuvent avoir certaines peurs vis-à-vis de l'accès des personnes en situation de handicap. Mais ces peurs, on va les aider en fait à les dépasser. On les accompagne
pour pouvoir se transformer en club inclusif, c'est-à-dire être en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. On a notamment des ambassadeurs aussi de l'accessibilité qui peuvent aider pour expliquer comment adapter parfois certains équipements, certaines activités. Et les clubs, en transformant aussi leur mode de fonctionnement, en formant leurs animateurs sportifs, commencent à s'ouvrir un peu plus à la pratique du handicap. Donc là aussi, on reste dans ce souffle. Et finalement, l'inclusion, elle commence à ce stade-là, lorsque dans une même commune, des enfants, dont certains sont en situation de handicap, vont jouer au foot ensemble, vont pratiquer de l'athlétisme ensemble, vont se côtoyer. Et ça va aider aussi à casser certaines barrières qu'on peut voir aussi arriver avec l'école, où l'école inclusive est un objectif, mais où progressivement, on accompagne aussi les enseignants à pouvoir accueillir des enfants en situation de handicap. Donc vous voyez, par le sport, on arrive un peu à faire tache d'huile finalement sur tous nos enjeux d'inclusion. Et puis évidemment, le sport, c'est la santé, vous l'avez dit. Par la pratique sportive, on accompagne aussi le maintien en bonne santé et la bonne santé des personnes en situation de handicap. Peut-être vous dire que suite aux Jeux Olympiques, on a pu élaborer un guide pour l'organisation d'événements sportifs et culturels qui donne un peu toutes les bonnes pratiques pour pouvoir organiser ce type d'événements et toujours penser à les rendre accessibles. Donc ça, ce guide, il existe. Il est un de nos héritages des Jeux Olympiques. Et puis enfin, vous dire qu'avec la déléguée interministérielle à l'accessibilité qui est ici présente, on travaille à l'élaboration d'un nouveau guide, là à destination des collectivités, pour finalement faire une boîte à outils de tout ce qui peut aider à rendre accessible la vie finalement dans la commune, la vie dans la cité. Et ça peut être des petites choses, comme ça peut être des aménagements plus denses et plus coûteux, mais l'idée c'est vraiment de s'engager dans une démarche en allant piocher des bonnes idées pour progressivement à chaque fois rendre la société plus inclusive. Et évidemment, encore une fois, on donnera des outils autour de l'accessibilité pour le sport et faire en sorte que, là encore, on arrive à développer l'inclusion grâce à la pratique sportive et à ouvrir finalement les portes que les Jeux Olympiques ont commencé véritablement à enfoncer. Voilà, c'est un peu les mots que je voulais partager avec vous. Et puis saluer aussi le fait que l'équipe s'oriente aussi, s'ouvre sur un intérêt sur le handisport. Je pense que c'est aussi tous ensemble qu'on peut contribuer à changer de représentation, faire en sorte qu'on porte un autre regard sur le handicap. Et voilà, c'est vraiment tout l'enjeu aujourd'hui de notre société. Considérer handicap et performance vont de pair. Merci beaucoup. Et merci de votre invitation.